J'aime beaucoup aussi cette idée que tout ce qu'on vit, on le vit une fois, enfant, et tout le reste n'est que répétition. Bonsoir Aline, Bonsoir Jérémy. bienvenue dans La Trouvaille. Avant de passer à tes 10 trouvailles qui vont être le prétexte pour parler de ton parcours, ton processus créatif, j'ai une première question pour toi. Oui. Une question qui m'obsède, qui m'intéresse sur ton travail depuis que je l'ai découvert. C'est quoi, selon toi, cette certaine idée du luxe, selon Aline? Hmm. Ah, bah, pour moi, c'est d'abord la singularité. Le luxe, c'est une émotion, et donc c'est une histoire, c'est un geste, c'est l'écriture, c'est les métiers d'art, c'est tout un tas de choses qui se rencontrent et puis qui créent une harmonie qui dure. Donc c'est une idée de l'élégance aussi intemporelle. C'est ce qui caractérise pour moi le luxe. Donc pour toi, le luxe, c'est une recherche de quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Oui, aussi, évidemment, c'est le luxe du temps. On recherche tous à capter l'essence d'une époque, mais aussi à durer dans le temps, à faire perdurer des valeurs. C'est pour ça que je suis très attachée aussi à cette idée du geste, du métier, du temps qu'on prend pour les choses, pour faire les choses, pour bien les faire, bien les réaliser, de toutes les leçons qu'on peut apprendre du passé. Mais l'idée de vivre avec son temps est très importante parce qu'on s'inscrit dans notre époque et d'être conscient aussi de ce qu'on laisse à l'avenir. J'ai la chance souvent de travailler sur des chantiers patrimoniaux où j'apprends énormément en écoutant les murs. J'adore ces histoires qui nous viennent du passé. Pour moi, c'est ça aussi, cette grande inspiration qui permet de raconter l'histoire, qui forge une certaine idée du luxe. Mais tu es quelqu'un d'extrêmement cultivé. On le verra en préparant l'interview, en discutant avec toi, je m'en suis rendu compte. Il y a un vrai bagage culturel. Je voudrais savoir comment tu arrives encore aujourd'hui à préserver cet espace d'apprentissage, d'absorption, alors que, on le voit par ton métier, tu me l'as dit, tu es extrêmement prise, extrêmement connectée. Comment on fait pour réussir à préserver cet espace-là d'apprentissage? Euh, je ne sais pas si je suis quelqu'un de très cultivé. Ça, je laisse aux autres le fait d'en juger. Mais moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est la soif d'apprendre et la soif de connaissance. Je suis vraiment habitée par cette idée et ce désir de savoir plus, de creuser, de donner du sens aux choses. Et ça m'ouvre beaucoup de portes. Je suis une grande lectrice. J'aime les livres, j'aime m'entourer des livres. Je n'ai pas autant de temps que je souhaiterais pour lire tout ce que j'aimerais lire, mais je sais qu'on ne se trompe jamais en s'entourant de livres. Les livres m'ont sauvée d'ailleurs dans mon enfance parce que je m'entourais toujours de livres et puis c'était aussi l'évasion qui était possible dans un pays en difficulté qui était le Liban. Mais c'est cette idée-là pour moi de la culture comme acte de résistance, c'est-à-dire donner du sens aux choses, chercher à savoir et aller un peu plus au-delà de l'immédiateté d'une image. C'est très important pour moi. J'aime aussi cette idée de l'auteur italien Alessandro Baricco qui dit que notre génération à nous est la dernière génération qui se situe peut-être un tout petit peu entre le zapping, voilà, qui est le problème, ou bien quelque part l'identité un peu d'une époque, et puis la recherche en profondeur. On est toujours encore en train d'écrire, en train de s'entourer de livres, et puis de creuser un tout petit peu et de rester ancré dans ce moment où, en effet, on sait que tout ce qu'on apprend, cette curiosité, cette soif d'apprendre, c'est aussi un signe de vitalité et de jeunesse. J'y crois beaucoup. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment le yoga et le sport, mais c'est la soif d'apprendre. Je trouve que c'est aussi un signe de vitalité et de jeunesse. Ça me permet de rester éveillée et de me sentir voilà, plus ancrée dans mon époque aussi. Ça va me permettre de passer à la première trouvaille, la trouvaille qui réconforte. On va en avoir 10. Et je fais la transition immédiatement parce que, en fait, tu m'as dit que pour toi, la trouvaille qui te réconforte, c'est celle des livres, celle de livres. Oui. Et ça m'a interpellé parce que je suis comme toi, je suis un grand lecteur, ou plutôt, j'étais un grand lecteur. C'est-à-dire qu'après le Covid, soudain, j'ai eu du mal à lire. Mais néanmoins, je continue, je m'étonne à acheter encore beaucoup de livres. Je les empile, je me dis que je les lirai, je lis 3 pages et je le finis jamais. Mais néanmoins, l'objet me réconforte, le bruit du livre me réconforte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cet objet livre et pourquoi en fait aujourd'hui tu le considères comme une trouvaille qui te réconforte? Oui.
Une trouvaille, parce que loin de moi l'idée d'associer l'objet, enfin le livre, à un objet de décoration, mais c'est vraiment une présence, c'est un ami fidèle. On n'est jamais seul avec un livre. Moi, je sais que quand j'ai grandi au Liban, par exemple, sous les bombes, lorsque j'ouvrais un livre, pour moi, c'était un espace de silence, un espace de beauté, un espace d'évasion. Et ce sentiment m'a accompagnée très profondément. Donc, comme toi, parfois, je n'ai pas le temps de lire et je m'entoure de livres de toutes les langues, sur tous les sujets. Et c'est très intéressant parce qu'ils infusent quelque chose, ils infusent un esprit à une pièce, ils infusent leur culture, leurs histoires. Parfois, il suffit juste de passer à côté d'un ouvrage, de l'ouvrir, de tomber sur un texte, sur une image. Je commence tous mes projets par des recherches capitales sur, voilà, qui vont être vraiment dans le papier, l'origine d'une histoire que je vais retrouver dans un livre. Et ces histoires me portent, elles m'apportent énormément, m'enrichissent énormément. Et dans mes projets d'architecture d'intérieur, je ne vois pas du tout comment je pourrais commencer sans un fondement où je me souviens de l'instant où l'inspiration est arrivée, où une idée a été captée grâce à quelques pages découvertes dans un livre. Mais il y a beaucoup de citations chez toi, il y a des phrases qui te restent. Est-ce que le mot, c'est-à-dire quand naturellement dans les livres, on partage, je sais qu'on va dans certaines librairies en commun où il y a de très beaux livres d'art, de livres d'architecture qui sont très inspirants. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a une phrase, un mot, un texte qui t'a directement inspiré une architecture? Est-ce que c'est possible ça, qu'une littérature et que le verbe t'inspire directement ou t'invoque quelque chose? C'est le jeu de correspondance qui est intéressant. Quand on est sensible à un sujet, on va tout de suite faire une rencontre avec un texte ou avec une citation, et on sait pourquoi on va vers un livre, ou un livre va nous amener vers un autre. Il y a beaucoup de phrases qui incarnent aussi peut-être la personne qui on est ou qui résonnent avec notre parcours. Et je sais que lorsqu'on lit des histoires, on sait qu'on n'est jamais seul avec ce qu'on traverse. C'est ça qui est intéressant, c'est cette idée du miroir. Je cite souvent cette très belle phrase du début du livre d'Amin Maalouf, auteur franco-libanais à l'Académie, qui parle d'origine et qui dit qu'il choisit le mot origine et non pas racine, parce que les origines ouvrent des voies et les racines sont que pour les arbres, car les racines enracinent. Et j'aime cette idée qu'on se retrouve tous et on se croise à travers différents chemins de nos vies, parce que nos origines nous portent aussi. Et cette idée de la littérature aussi qui m'a accompagnée depuis l'enfance, de la langue française aussi, puisque j'ai fait mes études en français dans une école jésuite au Liban. Et ce mélange d'arabe, d'orient, de français, de ponts culturels, c'est ce qui m'a toujours forgée à travers le livre. Donc je suis très attachée à l'objet livre. C'est toujours une trouvaille pour moi essentielle. Alors, j'aurais eu envie de te poser une question immédiate sur ton enfance, mais on y reviendra plus tard, parce qu'en fait, j'ai envie d'aborder ce sujet tout de suite. Ça m'interpelle et c'est d'une évidence. C'est que je comprends ce que Karl a vu en toi quand tu vas le contacter, quand tu vas l'approcher. Parce qu'il avait ce goût des livres, il avait ce goût des langues, il en parlait plusieurs, il avait ce goût de la culture, et surtout, c'est quelqu'un qui dessinait tout autant qu'il lisait. Et je pense que tu as ça en commun avec lui, c'est très émouvant. Et je pense qu'il l'a vu. Je ne sais pas si je reçois ce compliment avec beaucoup d'humilité, parce que Karl était un grand génie qui m'a énormément appris. Et je sais qu'avec lui, j'ai réalisé qu'en effet, on ne se trompe pas en s'entourant de livres. Sa collection de 33 000 ouvrages qui se trouve aujourd'hui au Studio 7L, où je l'ai rencontré pour la première fois, en témoigne, mais aussi cette espèce de goût exquis, très sûr, forgé à travers un prisme extrêmement large. Et on n'ouvre pas un livre pour se cultiver, on l'ouvre par passion, par soif d'apprendre. Et puis un jour, ça sème une graine qui a poussé, et un jour, on sait qu'on récolte un fruit. Et c'est précieux, c'est très intéressant. J'ai rencontré Karl, en effet, à travers l'écriture. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce qu'au-delà de l'écriture, c'est toi qui vas écrire un courrier. Oui. Et même ce qui va vous faire vous rencontrer, le début de votre histoire, c'est cette librairie. Oui, absolument. Et en fait, j'allais souvent à la librairie 7L, pas loin de mon bureau, Paris, boulevard Saint-Germain. Et puis, comme j'étais en charge de l'hôtel de Crillon, de la rénovation, de la direction artistique, j'étais obsédée par l'idée de collaborer avec M. Lagerfeld. Et puis, à un moment donné, au bout de plusieurs mois de présentation, où je montrais les photos de Karl Lagerfeld devant des meubles 18e avec une veste argentée, en parlant de cette modernité qu'il incarnait, comment il réinventait une époque et comment il s'inspirait toujours du XVIIIe siècle, de son amour pour ce siècle des Lumières.
Et tout le monde était persuadé, convaincu que j'avais raison. Mais est-ce que vous le connaissez? Non. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut présenter M. Lagerfeld? Non. Et bien, pourquoi vous nous en parlez? Donc, j'étais arrivée face à un mur et il fallait que j'assume cette audace que j'avais eue de proposer de collaborer avec Karl Lagerfeld. À l'époque, Karl était au pic de sa carrière. On avait tous les magazines qui le photographiaient avec des bras de Shiva ou disant qu'il refusait 200 projets par année. Donc, je savais que c'était quasiment mission impossible. Il ne me restait plus qu'une chose, c'est faire confiance à l'écriture, et encore, très modestement, à mon écriture. Donc, j'ai écrit une lettre qui était très simple. « Cher Monsieur Lagerfeld, il n'existe pas à Paris un appartement qui allie à la fois les arts décoratifs, la musique, le XVIIIe siècle, la photographie. On rénove l'hôtel de Crillon sous le signe des métiers d'art qui sont aussi votre signature. Est-ce que vous accepteriez que nous nous rencontrions pour en parler ?» Je plie la lettre, je laisse mon numéro de portable et je vais à la librairie Setel. Et je demande si c'est possible de déposer cette lettre sur le bureau de M. Lagerfeld. Pour la faire courte, la lettre arrive et Karl Lagerfeld m'appelle le lendemain. Il a aimé la lettre et il a souhaité me rencontrer tout de suite. Donc je pense que ce lien à travers l'écriture et les livres a été en effet fondamental. Et le grand symbole, c'est de rencontrer Karl entouré de ses 33 000 ouvrages extraordinaires dans cette cathédrale du savoir, qui était très cool en fait, qu'il incarnait parfaitement. Et puis une connexion, oui, assez profonde. Il m'a posé des questions très simples. Dites-moi ce que vous faites en ce moment, d'où vous venez. J'ai parlé un peu du Liban, j'ai parlé de mon amour du livre aussi. Je travaillais sur un projet privé. Tout le projet était inspiré de sa collection Byzance, où lui s'était inspiré de John Frederick Lewis, de ses peintures, et avait interprété cette lumière d'Orient dans ses tissus, dans ces silhouettes de femmes extraordinaires. Et puis, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais il y a eu surtout la détermination de Karl Lagerfeld qui savait exactement ce qu'il fallait. Je ne pense pas que ça soit simplement la rencontre avec moi. Je pense qu'il avait envie de faire ce projet aussi et que quelque part, l'héritage qu'il laisse dans ces grands appartements, qu'il a baptisé les grands appartements à l'hôtel de Crillon, qui a été notre collaboration donc, c'est la quintessence de son regard et de son amour des arts décoratifs français, dont il connaissait 1000 histoires et qu'il incarnait avec beaucoup de panache. Et ça, c'est un très beau cadeau qu'il laisse à Paris, quasiment, et au monde. Voilà. J'ai eu la chance de vivre ces instants de grâce auprès de lui. Ça me fait une transition sur la trouvaille numéro 2, c'est la trouvaille dont on a honte. Avant de dire ta réponse, ce que je trouve fabuleux dans cette anecdote, et je pense à Paloma qui travaille avec moi, et c'est juste le bel exemple qu'en fait ça marche, que l'audace fonctionne. Et en fait, dans notre parcours, il y a plein de gens, peut-être 9 sur 10, qui n'accepteront pas d'être surpris, n'accepteront pas cette audace et ne nous donneront pas cette opportunité. Et en fait, je pense que quelqu'un comme Karl Lagerfeld ou Karine qui était à ta place en a dit tellement de bien, quelqu'un qui était si inspirant pour les autres, qu'il aimait autant être surpris par les autres et donner la chance à quelqu'un de le rencontrer, je trouve ça assez incroyable. Et pourquoi je parle de honte? Parce que souvent, en fait, c'est les autres qui nous font avoir honte de nos audaces et qu'en réalité, on ne devrait pas. Oui. En fait. Et il faut faire confiance en fait, à cette 10e personne qui va accepter d'être surpris et être bienveillant, justement. Absolument. Absolument. Puis je crois que lorsqu'on grandit au Liban aussi, où on voit que tout est fragile, en fait, la vie peut basculer d'un instant à un autre, on se rend compte du privilège d'être vivant. Et le privilège d'être vivant, de pratiquer un métier qui nous anime, d'être dans une ville merveilleuse comme Paris, d'avoir aussi des personnalités à portée de main, mais qu'on n'ose pas parfois approcher. Ça ne veut pas dire que c'est une recette, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut approcher tout un chacun comme ça, de cette manière. Mais en effet, parfois, il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort. Et surtout, il faut s'inventer des mondes auxquels on croit passionnément. Et ça, c'est la grande idée de Franz Kafka. Il suffit de l'imaginer pour pouvoir s'inventer un monde qu'on peut s'approprier. Et voilà, c'est un peu aussi ce qui me permet d'avancer, parce que de trop réfléchir nous fige quelque part et la peur paralyse. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis pas une grande angoissée. Hein. Voilà. Quand on construit des mondes, on l'est forcément. Ah oui, évidemment. Mais du coup, tu m'as répondu, la trouvaille dont on a honte, il n'y en a aucune. Et en fait, tu m'as cité Edgar Allan Poe. Oui. Pourquoi? En fait, parce que j'aime pas cette idée que... Alors, pourquoi on devrait avoir honte d'un objet? Un rien peut nous émouvoir. On peut tomber sur un objet singulier, sa silhouette va nous rappeler quelque chose, sa matière, sa texture va nous plaire, sa présence incarne quelque chose qui nous touche.
Et alors, pourquoi en avoir honte? En fait, Edgar Allan Poe, quand il écrit sa grande théorie sur l'ameublement, il va parler de la physionomie de chaque objet, de la présence de chaque objet et ce qu'elle signifie. On n'a pas besoin d'être physionomiste dans l'espace domestique. On peut être très, très libre et aimer ce qui nous chante et nous entourer d'objets qui nous parlent, qui nous touchent. Et parfois, c'est cette accumulation de choses et de trouvailles qui nous accompagne soudain et qui va dessiner un paysage qui devient familier et qui fait partie de nous. Voilà, c'est ça que je trouve très intéressant. Donc, évidemment, grande liberté et ne jamais avoir honte, ni d'un vêtement qu'on a envie de porter, ni d'un objet qu'on a envie de ramener chez soi parce qu'on l'a découvert. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais formuler la question et tu me pardonneras d'avance si elle peut paraître blessante. Elle ne veut pas l'être. Ce qui m'intéresse, c'est que tu as un style extrêmement marqué, qui est très intéressant, qui est foisonnant, dans un univers, sur cette scène parisienne, qui apprenait parfois un certain goût au minimalisme. Donc forcément, il y a eu certains acteurs du secteur qui ont pu penser qu'il y avait une faute de goût dans le style d'Aline. Comment toi, tu as réussi justement à construire ce style-là, peut-être dans ce monde-là qui n'attendait pas ce style-là, et justement aller l'amener à un endroit qui est celui où tu l'as emmené, où tu as parmi les plus beaux chantiers. Est-ce que tu vois la question que je te pose? Oui, je comprends très bien ta question. Alors après, c'est important évidemment d'être à l'écoute et de rester très poreux à ce qui se passe autour de soi et faire preuve aussi d'ouverture d'esprit. Mais je pense que lorsqu'on est animé par la foi absolue que ce qu'on fait est important et que la confiance des clients, des partenaires est un cadeau immense. Alors on avance et on essaye de donner le meilleur de soi-même, on essaye d'apprendre à chaque étape sans forcément être à la recherche de la validation ou être dans l'inquiétude du jugement. Et ça, c'est vraiment très important pour moi, de rester très concentré sur l'ambition d'un projet ou sur l'exigence que je souhaite à mon projet. Donc je commence toujours en effet par rechercher une sorte de vérité, une sorte de vérité poétique aussi, une sorte d'idée, de quête, de la beauté, de la quintessence de ce que peut devenir un espace rénové, cet héritage, sa transformation. En travaillant par exemple en ce moment sur le Palazzo Donna Giovanelli, le futur Orient Express de Venise, cela fait 8 ans que je me passionne pour ce chantier extraordinaire où chaque couche de mur raconte une histoire, où chaque trouvaille, en effet, mais là, c'est des trouvailles qui sont plutôt de l'ordre de fresques ou de l'ordre d'un détail, de poignées de porte ou de sculptures de boiserie. Enfin, tout cela crée une certaine sémantique et après nous habite et quelque part nous aide à déterminer une certaine vision des choses, mais en le faisant avec beaucoup de respect aussi du partenaire qui est celui de la marque, de la maison qui va habiter en fait ou qui va opérer le lieu, celui aussi du client partenaire qui est en train d'investir également sur un lieu. Donc en fait, tout cela est déjà beaucoup de voix et beaucoup d'inspiration sans avoir à se polluer par le jugement de ce que ça va être. Mais si nous avons confiance absolue, si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, sans forcément rester tout le temps dans cette inquiétude du jugement, je pense qu'on arrive quelque part à un objet ou à un résultat qui est défendable. Et c'est plus intéressant que le résultat validé, en fait. C'est très, très juste. Ce que j'ai appris, je commence le podcast comme ça en tant qu'antiquaire, c'est qu'on ne travaille pas pour les collègues. On travaille pour son client. Et c'est son client qui paye le loyer. Et en fait, de rester très concentré sur la qualité de son projet, de sa marchandise, de sa relation avec son client. Puis de ce qu'on laisse aussi, de ce qu'on laisse comme trace. Parce que souvent, par exemple, je reviens à l'exemple de ce projet, ou le projet de l'hôtel de Crillon, ce sont des chantiers qui vont durer 6 ans, 8 ans, c'est des tranches de vie. Donc qu'est-ce qu'on veut raconter aussi, qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce qu'on veut transmettre, et comment on peut réenchanter le monde. C'est très intéressant. Encore une fois, bien plus intéressant que cette espèce d'obsession de toucher précisément à une image attendue. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment les valeurs que nous transmettons à travers les résultats que nous livrons dans un projet. Et puis en fait, il faut que ça avance et que ça évolue. Donc je m'arrête jamais vraiment sur une chose qui s'est passée, mais je suis toujours animée, encore une fois, ce qui me permet d'avancer, c'est toujours cette quête d'apprentissage continu et cette curiosité
que j'ai la chance aussi de bien nourrir à travers tous les beaux projets ou toutes les choses qui se passent dans mon parcours. La troisième trouvaille, c'est la trouvaille dont on est fier, et tu m'as parlé d'un objet, un surtout, un centre de table du XVIIIe siècle, qui notamment appartenait à Karl. Oui, ben, j'adore cet objet, j'aime beaucoup le retrouver sur la table de ma salle à manger à Paris. Et puis c'est un centre de table qui est à la fois faste, fantasque, délicat, qui est très ornemental, qui est très 18e, qui appartenait à Karl et que j'ai pu acquérir lors de la récente vente des objets. Donc j'aime aussi cette idée que les objets portent l'empreinte de quelqu'un, non seulement la personne qui les a réalisés, mais la personne qui a vécu avec. C'est très intéressant. Mais il l'apporte pour en avoir fait une partie de ma carrière, les objets vintage qu'on chine, qu'ils soient signés ou pas, parce que parfois il peut y avoir une obsession à la signature, Oui. mais il y a des très beaux objets et en fait ils sont habités même par ceux qui les ont faits. Bien sûr. Et je pense que, et je ne veux pas du tout rentrer dans un discours mystique parce que ça ne l'est pas, c'est que je pense que ces objets sont habités et on transmet des histoires en fait à d'autres personnes qui vont eux-mêmes les charger de quelque chose. Exactement. Et c'est ça qui est beau en fait dans la trouvaille. Encore une fois, ils insufflent un esprit et une présence. Oui. Alors la quatrième trouvaille m'a fait hurler de rire, parce que c'est la trouvaille qu'on a oubliée. Et pendant des années, je me suis posé la question, qui sont ces clients qui m'achètent des choses et qui les oublient dans mon stock parfois, oui. Donc, il s'est avéré que c'est Aline. Oui, parfois ça peut Donc, arriver. quelle est cette trouvaille que tu as achetée chez un de mes confrères, mais que tu as oubliée? Écoute, c'est un lit de jour en léopard avec des franges, dont on pourrait presque avoir honte, mais que j'ai trouvé tellement confortable, tellement saisissant, avec tellement de caractère, tellement de panache. J'ai tout de suite craqué, et puis soudain, je l'ai complètement oublié. Et 2 ans après, je repasse et je recroise le marchand. Il me dit « Mais tu n'as pas oublié quelque chose chez moi ?» Ah bah si. Eh bien, j'aurais oublié encore une fois, mais voilà, il est déjà chez moi. Et puis, je pense qu'il faut quand même. Ah oui, c'est pas à l'occasion de cette interview que tu t'en es souvenu. Presque, si, parce qu'on a quand même contacté et puis on va le récupérer bientôt. Mais voilà, c'est cette idée, en effet, du léopard et des franges à un moment donné. Et puis, voilà, une silhouette folle aussi, un lit de jour qu'on a envie, on s'imagine parfaitement allongé en train de lire. Donc, Oui, mais tu sais, parfois, les objets comme les inspirations, elles prennent sens, pas forcément au moment où on les trouve. La trouvaille, elle infuse. Et il y a des trouvailles qui prennent quelques années à se révéler. Voilà. Et puis parfois, quand on pense à un espace et on se dit « Ah, mais ça irait parfaitement bien, mais je l'ai !» Et puis, je l'ai oublié. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La cinquième trouvaille, c'est la trouvaille qu'on a offerte. Et là, ça m'a plu. Et je pense que ça va être aussi l'occasion de reparler de ton enfance, parce que tu m'as parlé de tes enfants et d'un échiquier. Oui. Ils adorent jouer aux échecs, et moi, j'adore les regarder jouer aux échecs, parce que c'est le seul moment de silence, d'ailleurs, entre eux. Sinon, ils se chamaillent tout le temps. Donc, oui, ils m'accompagnent souvent chez les antiquaires, et puis ils sont toujours à l'affût de tables de jeux d'échecs, d'échiquiers. Et puis là, récemment, c'est le jeu de Michel Dumas avec le plexiglas et l'aluminium, mais en très bel état, très bien conservé. Et leur jeu change. Je remarque que leur jeu change dépendamment de l'objet qu'ils touchent. C'est très amusant. Puis c'est intéressant aussi pour des enfants également de grandir avec cette idée de l'amour de l'objet. Voilà. Parce que découvrir. L'objet influe leur stratégie de jeu. J'ai l'impression. Voilà, moi je joue très mal aux échecs, mais eux très très bien. Et j'ai l'impression que certains jeux d'échecs, c'est une posture, c'est autre chose, c'est très intéressant. Puis pour moi, c'est très esthétique aussi, c'est des tableaux visuels, donc c'est intéressant. Est-ce que tu leur transmets des choses, par exemple, que tu n'as pas eues quand tu étais jeune? Qu'est-ce que toi, dans cette jeune Aline qui est au Liban, sous les bombes, qui est en train de lire, qui est en train de se nourrir de choses, elle leur transmet aujourd'hui qu'elle n'a pas eu à ce moment-là, mais qu'elle aurait voulu avoir? Je pense que c'est le contraire. Je pense que je leur transmets des choses que j'ai eues et qu'ils n'ont pas eues. C'est l'appréciation de la vie au quotidien, c'est-à-dire de ne pas se faire des chagrins pour des petits bobos, mais de réaliser le privilège que nous avons d'être en parfaite santé, dans des villes merveilleuses, avec l'éducation à portée de main. Je n'ai pas l'impression que mon enfance au Liban a été une enfance de privation. Je pense que c'est une enfance particulière, parce que j'ai grandi dans un pays qui était en pleine adversité, en pleine guerre civile.
mais j'ai été toujours entourée de beaucoup d'amour et de beaucoup de beauté, malgré l'adversité. Parce que le regard se fait aussi à la beauté d'une ruine, apprécie encore plus le voyage, apprécie encore plus la découverte, et puis trouve une autre manière de transcender les choses. Donc, pour moi, cette idée de l'enfance dans un pays en guerre, ce n'est pas du tout une idée de privation. Et au contraire, je trouve que quelque part, ça m'a enrichie et ça a forgé mon caractère. Et ça me permet d'aborder la vie avec beaucoup plus de joie de vivre et beaucoup plus d'aptitude, je crois, au bonheur. Quand j'ai préparé, je l'avais découverte même avant, cette anecdote sur toi et Karl et cette lettre, j'ai pensé à un film qui est un de mes films préférés, qui est très peu connu, de Powell et Pressburger, et qui s'appelle I Know Where I'm Going, et qui est l'histoire d'une héroïne qui, depuis qu'elle est petite, elle sait exactement où elle va aller, jusqu'au moment Oui. où elle va rejoindre son futur mari qui vient de racheter une île en Écosse. Elle va arriver sur ça et on lui dit « Vous ne pouvez pas traverser, madame, parce qu'il y a une tempête. » Et pour la première fois de sa vie, elle ne va pas pouvoir y aller et traverser, et tout va changer. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, j'ai beaucoup pensé à toi et ce film-là, cette détermination. Est-ce que cette détermination-là, elle est née au Liban? Est-ce que dès le départ, tu l'as toujours eu, cette capacité-là à aller atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves? Bah, ça me touche beaucoup ce que tu dis, mais je pense que la détermination, elle est là, mais on n'est jamais sûr de où on va. Ce qui est intéressant, c'est le chemin et de vouloir l'entreprendre, en fait. Je n'ai pas du tout cette idée que je sais exactement où je vais et puis je fonce. Non, je sais que j'ai envie d'avancer, mais je ne sais pas vraiment où je vais. Je découvre tous les jours et c'est ça qui est amusant. C'est plus une question de, oui, d'approcher la vie avec de l'optimisme, malgré tout. Je pense que c'est ce qu'on apprend aussi, oui, en étant enfant. Et j'aime beaucoup aussi cette idée que tout ce qu'on vit, on le vit une fois enfant, et tout le reste n'est que répétition. Donc cette idée d'avancer ou de transcender quand on est enfant, une fois que vous l'avez, ben, elle vous habite et puis vous continuez à avancer. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant à apprendre aux jeunes générations, du moins en toute humilité, moi, à mes enfants, c'est au contraire de leur dire, voilà, vous pourriez être privés de tout un tas de formes de liberté qui sont à portée de main. Donc réjouissons-nous de tout ce que nous avons et de ce qu'on peut construire avec tout ça. Parce que quand on regarde le monde dans lequel on est aujourd'hui et les grands déséquilibres, cela force quelque part le respect et le devoir d'optimisme, quelque part. Quel regard tu portes sur Beyrouth, cette ville contemporaine en pleine reconstruction, toi qui es architecte et designer? Quel regard tu portes sur cette reconstruction-là, sur Oui. cette ville? Je n'y ai jamais été, donc je ne sais même pas Il quelle est faut son venir. énergie. Ben, je rentre de Beyrouth. J'ai passé des jours et des nuits merveilleux parce que les jours et les nuits sont interminables à Beyrouth. J'aime beaucoup cette phrase de Nadia Toueni qui dit dans son livre, dans son fameux petit pamphlet sur Beyrouth, Beyrouth est le dernier sanctuaire en Orient où l'homme peut encore s'habiller de lumière. Et je rentre de Beyrouth et je peux te dire que c'est vrai. Il y a des habits de lumière partout, malgré l'instabilité aussi de la situation. Alors Beyrouth a tout traversé, que ce soit des guerres, ou que ce soit l'effondrement économique, ou que ce soit la très récente et tragique explosion du port, qui a encore été un grand ébranlement de toute la ville. Mais c'est très intéressant, évidemment, la résilience, on la connaît, cet acte de reconstruction permanent aussi. Mais encore une fois, c'est une leçon d'optimisme. C'est la joie de vivre, c'est l'art de vivre à tous les coins de rue. Voilà, il y a beaucoup de délicatesse, beaucoup de beauté dans le chaos. La 6e trouvaille, c'est la trouvaille qu'on nous a offerte. La trouvaille qu'on t'a offerte, toi. Alors c'est très drôle parce que c'est pas quelqu'un, c'est une maison Oui. qui t'a offert un objet. Oui. Les maisons sont comme des êtres chers, des êtres qu'on aime. Je n'ai pas eu la chance de connaître mes beaux-parents. Ma belle famille, j'ai un mari formidable depuis 23 ans. C'est le choc des cultures. Il est suisse et très, très suisse. Il n'a aucun mélange. Et donc en fouillant un jour sous les toits dans des caisses, je tombe sur ce pendule extraordinaire d'Alphonse Laverrière. Et c'est un très bel objet, mais ce qui me touche plus particulièrement, c'est une écriture, une inscription à l'arrière du pendule
qui atteste du fait qu'il a été exposé en 1925 à l'exposition universelle. Et c'est très intéressant parce que c'est comme le début d'un roman, en fait. On découvre des personnes que nous n'avons jamais connues, on découvre à travers l'objet, à travers leur goût, à travers leur choix, à travers leur conservation de certains objets de mémoire, toutes les histoires qu'on peut transmettre. Et ça, c'est des certitudes aussi qui m'habitent, c'est que tous ces objets ont des histoires à raconter. Et c'est ce qui rend nos métiers merveilleux aussi, c'est ce qui leur donne du sens. Parce qu'on pourrait également se dire, ah, mais on fait des métiers voilà, qui sont plus liés à la matérialité ou qui sont un peu futiles, mais pas du tout. Quelque part, réenchanter le monde, encore une fois, apporter cette dose de poésie et transmettre des beaux objets qui ont été à la fois le geste, l'esprit, l'incarnation d'un moment, ça a beaucoup de sens. Ça me permet de te poser une question sur... tu es architecte, c'est comme ça que tu te définis. Est-ce que tu voudrais bien juste nous expliquer, pour toi, enfin, quelle est la différence? Parce que je pense que, même pour moi, ça n'a pas toujours été évident dans ma carrière. Je pense que pour plein de gens, ça ne l'est pas. C'est quoi la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur? Quelle est leur différente spécificité et comment ils interviennent chacun sur un chantier? Eh ben, d'abord, leur complémentarité est essentielle. Moi, j'ai la chance d'avoir un diplôme d'architecte parce que, tout simplement, quand j'ai été à l'Académie libanaise des beaux-arts, qui délivre un diplôme d'architecte équivalent à DPLG en France, il n'y avait pas d'études d'architecture d'intérieur. Aujourd'hui, l'ALBA donc, délivre des diplômes d'architecture d'intérieur, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et puis, c'est vrai que l'architecture, c'est la fondation, c'est la quintessence de ce que représente une époque, un bâtiment, des ressources, la manière de les approcher. Et c'est aussi de la pure poésie dans une ville, dans un village, et donc dans le monde entier. Donc l'architecture, c'est un autre métier, évidemment. Et un architecte, parfois, n'a pas le temps d'approfondir le sujet de l'architecture d'intérieur. J'ai eu la chance de collaborer avec l'agence Villemotte pour quelques années. Et là, j'ai appris l'architecture intérieure. Et puis aujourd'hui, je la pratique avec ce prisme de mes études d'architecte également. C'est intéressant parce que quelque part, quand on aborde un bâtiment, et la plupart de mes chantiers sont souvent des restaurations, des rénovations un peu lourdes, évidemment que d'être architecte, ça facilite beaucoup les choses parce qu'on comprend très très bien d'où on part et quelle est la base. À la base, à l'origine, il y a d'abord l'acte d'architecture. Et ensuite, l'architecture d'intérieur est là pour rester en symbiose également. Et on ne peut pas vraiment séparer les choses parce que tous les axes, les ouvertures, les fenêtres, les volumes, l'étude d'un espace passent aussi par sa façade, passent aussi par les connexions avec son infrastructure. Et puis après, il s'agit également d'habiller, de décorer. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler sur les trois niveaux aussi, en partant du métier très approfondi qui est celui de l'architecture. La 7e trouvaille, c'est la trouvaille qui nous définit le mieux. C'est souvent ma trouvaille préférée des invités. Je la trouve très intéressante. Parce que comment un objet peut nous définir bien? Oui, alors, bon, j'en ai choisi un, il y en a beaucoup, mais celui-là m'amuse particulièrement. Je ne connaissais pas le travail de cet artiste. Ah oui. Je l'ai découvert avec toi. C'est Katie Stout, qui est une céramiste américaine, sculptrice, et qui fait qui va inventer des objets qui frôlent un peu l'hystérie visuellement, qui sont très très féminins. Et c'est un espèce de mélange entre Barbie et Gaudi, avec son geste qui est très fort et des couleurs très acidulées. Donc il y a un côté très pop. Et j'ai une très jolie chaise, un peu biomorphe comme ça, de chez elle, qui me sert de trône, voilà, chez moi. Et pourquoi elle te définit le mieux? Qu'est-ce qu'il y a dans cette trouvaille qui te définit toi? Ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté c'est qu'il y a une féminité affirmée, mais qu'il y a en même temps quelque chose de brisé, une fêlure, et je trouve ça très intéressant. Je pense que ce sont nos fêlures qui parfois font passer la lumière, justement. Et puis j'aime aussi la singularité d'un objet un peu cabossé. Je suis toujours très intéressée par la cicatrice, par l'imperfection. L'imperfection, c'est aussi le geste, parce que la machine est parfaite, mais l'homme est légèrement imparfait dans son geste. Et j'aime cet état d'esprit-là qui se ressent dans les objets.
Puis surtout, il est très amusant, il est très drôle et c'est un point de conversation dans une pièce où je reçois souvent, donc c'est amusant. Est-ce que on peut dire que tu utilises certaines de tes fêlures comme inspiration dans tes projets d'architecture? Je suis très sensible à toutes les cicatrices d'un bâtiment, à toutes les histoires anciennes, au fait de garder vraiment la trace de l'imperfection, la trace du temps. Je pense, tu m'as posé la question au début, tu m'as parlé de luxe. Je pense vraiment que le luxe, parfois, c'est le temps et la mémoire, les choses qui se transmettent. On peut tout acheter dans la vie, sauf le passé, en fait, tout ce qui s'est fabriqué avant nous. Et donc j'aime cette idée, en effet, des choses un peu écorchées, un peu imparfaites, et les histoires qu'elles peuvent nous raconter. Et je tiens beaucoup à les laisser apparentes parfois et laisser visibles. Et puis aussi le côté très contrasté, avec l'objet parfait, avec une courbe parfaite, avec un velours impeccable, avec une couture très bien finie, et à côté une pierre brisée, une archéologie. Enfin, ce sont ces dualités-là qui nous animent, que je trouve très intéressantes aussi, même dans un intérieur. La 8e trouvaille, c'est la trouvaille que tout le monde devrait trouver. Ah, oui, tout objet qui va ajouter un peu de théâtralité, je pense qu'il Donc nous on va en en faut. arriver sur un sujet que je vais adorer, les Voilà. bijoux. Ah, oui, pourquoi pas les bijoux? Là, je t'avais dit des candélabres, des grandes appliques, des lustres. Oui, un peu de théâtralité, de jeu d'échelle et de la lumière, mais en effet, les bijoux aussi, pourquoi pas? C'est surtout que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a cette vidéo lors de ta collaboration avec Tiffany sur AD, qui est la première fois où je vais incarner ton travail. C'est-à-dire je connaissais ton nom, je voyais ton travail, mais je t'avais jamais encore entendu parler. Et là, je vois cette vidéo, Oui. et surtout, j'ai vu cette passion que tu avais pour le bijou. Oui. D'une part, comment le bijou t'inspire, la façon dont tu es effectivement sans honte, Oui. c'est-à-dire t'aimes le bijou, t'aimes l'accumulation. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est l'échelle. C'est-à-dire que tu nous expliques que c'est ta matériothèque qui est toujours avec toi Oui. et qu'à hauteur de doigt quand tu dessines directement. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a beaucoup plu. Donc raconte-nous la place qu'ont ces bijoux-là, cette recherche de bijoux et comment ils inspirent directement ta création. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Merci Jérémy, ça me touche. Je ne sais pas si ça a plu à tout le monde, mais en tous les cas, c'était une très jolie collaboration. En effet, et je revenais sur le dessin des bijoux de Jean Schlumberger, qui lui s'inspirait des arts décoratifs français. Donc c'est amusant comment un architecte va rechercher dans le bijou un détail, une ciselure, une patine, une proportion, et puis ensuite l'explorer à une plus grande échelle, et comment lui, ce créateur de bijoux extraordinaires, va, à partir d'un meuble ou à partir d'un détail des arts déco, revenir à l'échelle d'un bijou. Je pense que ces correspondances sont très amusantes. Pour moi, oui, le bijou, c'est un talisman. Et puis, j'aime aussi cette idée de féminité, encore une fois, assez affirmée. C'est un peu cette idée de Duquette, de Tony Duquette, qui dit, avant de décorer les maisons des autres, décorez-vous, vous-même. C'est très amusant. Et c'est aussi très Coco Chanel, évidemment, avec son collier de perles, avec tous ces talismans qui vont rappeler également l'architecture, ces bâtiments. Enfin, chacun trouve dans le bijou un symbole et quelque part un talisman, quelque chose qui le protège. Mais moi, ça m'est très utile parce qu'en effet, parfois sur mes chantiers, c'est intéressant, je cherche une finition, et je vais la trouver sur un bracelet, je vais la trouver dans ma bague. Enfin, c'est très pratique. Alors, j'ai 2 anecdotes pour toi. La deuxième, elle te concerne directement. La première, c'est la première fois que j'ai rencontré Lucien Pagès. Je lui ai dit que j'étais une femme Chanel. Ah, j'adore. Et parce que j'aime cette énergie. Et mon grand drame, c'est qu'il n'y ait pas d'homme chez Chanel. Ah. Mais j'aime l'énergie de la femme Chanel. Et la deuxième, elle te concerne. On s'est croisés à Milan. Tu étais habillée entièrement en Chanel. Tu m'as dit, la femme Chanel, c'est un statement. C'est quoi le statement de cette femme Chanel? Ça fait partie de l'idée de la femme en pleine possession de son destin. J'aime beaucoup cette phrase de Colette qui parle de Coco Chanel et qui dit qu'elle dessinait avec ses 5 doigts, la paume de sa main, avec ses phalanges, enfin voilà, toute cette idée de l'incarnation de la féminité totale, mais surtout de l'invention de son destin. Elle a été une des femmes pionnières, bien évidemment, et puis l'esprit d'audace. Alors pour moi, oui, c'est un manifeste de s'habiller en Chanel. Ce n'est pas le logo du tout, ce n'est pas juste une affiliation à la maison. Mais ce qui me touche particulièrement dans la modernité de Chanel, de la maison, c'est leur attachement au métier d'art. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire les métiers d'art de la mode qui sont réunis au 19e
avec qui j'ai énormément de plaisir de collaborer. C'est très enrichissant parce qu'on voit comment d'abord une maison décide de réunir 700 artisans dans un bâtiment extraordinaire signé Rudy Ricciotti. J'ai la chance d'avoir habillé un petit salon avec des créations communes, justement, avec des maisons, des métiers d'art, que ce soit le marié et l'oignon, et l'art du plissé qui va se retrouver sur une manchette, sur une robe, sur une jupe, et que nous avons transformé en grands luminaires de plissé soleil ouvert, ou que ce soit les broderies Le Sage qui soudain sont des grands mots brodés sur un livre imaginaire. Enfin, j'aime beaucoup ce flirt entre la mode et l'architecture d'intérieur, et j'ai un immense respect pour cette maison qui sait transmettre les valeurs des métiers d'art à travers cette quintessence du geste qui est très libre, puisqu'il va vraiment toucher à des matières très différentes et à des univers très différents. La 9e trouvaille, c'est la trouvaille qu'on regrette avoir vendue. Oui, alors bon, tu me connais maintenant, optimiste jusqu'au bout et toujours dans la joie de créer et la joie de partager, donc aucun regret, mais très grosse trouvaille. Très récemment, il y avait une vente exceptionnelle de mobilier art déco et j'ai trouvé une série de chaises Paul Folleau. C'est incroyable. On redécouvre, je pense, Paul Folleau. Ah, mais moi, j'adore Paul Folleau. Quand j'ai eu la chance de travailler sur mon exposition à l'occasion de la Design Parade, j'étais présidente du jury et avec des personnalités merveilleuses, Pascal Mussard et Jean-Pierre Blanc. Et le Mobilier National, qu'est-ce que j'ai choisi au Mobilier National? Évidemment, une paire de fauteuils Paul Folleau avec le chaboté dessus, en tapisserie d'Aubusson. Et donc là, je tombe sur une série de fauteuils de 1930 de Paul Folleau. Et puis, comme le sujet, c'est l'Orient Express, donc c'est les années 30, c'est les années 1900, et c'est dans un palais vénitien. Alors, grande joie de savoir qu'ils vont orner les suites, et que l'intelligence de ce geste et puis ce petit clin d'œil aux années 30 dans un palais vénitien qui date du XVe siècle, le dialogue va être très amusant. Et ce que tu nous dis, c'est que tu regrettes de les avoir laissés à l'Orient Express. Ah, tu aurais voulu les garder, on est d'accord. J'aurais bien gardé une paire, mais je sais que j'irai très souvent dans cet endroit. La 10e trouvaille, c'est notre dernière trouvaille, c'est la trouvaille qu'on voudrait trouver mais qu'on cherche encore. On en a parlé aussi. Ce qui est encore plus amusant et ce qui est plus enrichissant, c'est le chemin. Et puis, si tu veux, je finirai même sur cette phrase de Georges Perec dans Les Choses, qui dit ils auraient aimé marcher, ils auraient aimé flâner, apprécier, choisir, ils auraient aimé vivre, ils auraient aimé que leur vie soit un art de vivre. Alors, tu vois, si le chemin est un art de vivre, ça veut dire que c'est bien ce chemin-là qu'il faut continuer de pratiquer. Donc la recherche de l'objet et pas forcément juste arriver à l'objet. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que la recherche de trouvailles en soi est un art. Oui. Et qui est un art qui est très professionnel, mais qui est aussi un plaisir. Et j'invite tout le monde à chiner, à se laisser surprendre par la recherche de trouvailles. Absolument. Mais tu sais, on en parlait avec Karine, elle a commencé quand même ça, quand on le sait, elle a commencé sa carrière en tant que brocanteuse avec sa mère et elle a gardé ce goût de... Ah oui, elle a connu des déballages marchands, des choses assez que moi je connais en tant que pro et en fait elle a gardé ce goût et toute sa vie, encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher la nouvelle trouvaille. Et je trouve ça extraordinaire. Ah ben oui. Absolument. En tout cas, ça donne envie de dormir dans une suite que tu as dessinée. Ah. Elle doit être pleine de rêves et de... J'espère que tu ne seras pas déçu. Je ne suis pas certain d'en avoir les moyens. Mais tu feras de beaux rêves, je pense. Exactement. Oui. Merci Aline, merci vraiment infiniment pour ce moment. Merci à toi Jérémy, j'ai adoré notre conversation. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans La Trouvaille, le podcast qui parle mode, art et décoration avec ceux qui dessinent l'époque. Je suis Jérémy Pradier-Jonot, j'ai commencé ma carrière comme antiquaire et on peut donc dire que je suis un expert de la trouvaille. Ici, je dresse le portrait de mes invités en 10 objets de hasard, en 10 trouvailles.